Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Allez, comme tous les jours, on commence avec notre Fear and Greed Index qui est à 23, toujours dans l'extrême peur. Par contre, du côté marché US, on commence à prendre la confiance. On remonte à 40 points, ici dans la peur. On se rapproche de plus en plus de la zone de neutralité. Plutôt curieuse de voir ce que va devenir cette confiance dans les semaines à venir. Et avant de vous laisser, je voulais juste vous dire que je trouve ça vraiment cool de pouvoir traverser ce bear market à vos côtés. Et au final, de partager ça tous ensemble, ça rend ce bear market plutôt amical. Allez, installez-vous confortablement, le Zap va commencer. Je vous souhaite une excellente soirée. C'était Zap Crypto. Ensuite, comme d'habitude, mais je vais vous dire que moi je m'en méfie de ces statistiques. On verra si ça marche. Ces 121 bitcoins ont été retirés en un mois des exchanges, mais à chaque fois on parle beaucoup de cette statistique en disant c'est les prémices d'un marché bullish. Moi personnellement j'y crois pas trop parce que j'ai remarqué que statistiquement ce n'était pas le cas. Mais on verra si cette fois-ci ça va marcher. Et surtout, je vous dis un truc, c'est que j'ai tendance à me méfier de tout ce qui est justement les données on-chain, parce que c'est de la centralisation des blockchains. C'est quoi? Ce sont des entreprises qui font des statistiques, qui mesurent un peu ce qui se passe sur les bitcoins, et nous livrent ce genre de statistiques. Mais ce sont des entités centralisées qui ont un certain contrôle des données, et qui peuvent d'ailleurs nous dire un peu ce qu'ils veulent. Et donc moi, personnellement, j'ai remarqué depuis plusieurs années que ça ne marchait pas, ce genre de corrélation entre les gens enlèvent les bitcoins des wallets, ils les mettent sur des clés Ledger par exemple, mais honnêtement, moi personnellement j'y crois pas trop, je crois qu'on nous balade un peu avec cette statistique, on verra, normalement c'est positif, mais je préfère vous dire mon sentiment, c'est un peu de la centralisation tout simplement. Altcoin Daily pour finir qui nous dit voilà ce qui nous arrive à tous et je zoome à chaque fois qu'on vend la crypto fait plus 90 000%, à chaque fois qu'on hold la crypto elle stagne, elle fait rien et à chaque fois qu'on buy elle fait moins 99%. Moi là juste avant la vidéo j'ai acheté une de mes cryptos que je suis qui avait perdu 10%. Je me suis dit, allez, est-ce que j'attends un peu ou j'achète? Je me suis dit, allez, vas-y, elle a perdu 10%, je prends. J'ai acheté, 30 minutes plus tard, elle a reperdu encore plus. Voilà, c'est tout le monde pareil. Dès qu'on achète, ça tombe plus bas. Dès qu'on vend, ça monte. Et dès qu'on hold, ça fait rien du tout. C'est tout le monde pareil. Je pense on est tous en fait connectés à des univers parallèles où il y a plein de crypto, où il y a plusieurs prix crypto. Et ça, quelqu'un joue avec nous. Voilà. Pour commencer, Uniswap Labs, c'est l'entreprise derrière Uniswap. C'est pas le protocole en tant que tel. Ils ont fait une seconde levée de fonds. La première levée de fonds, elle s'était faite courant 2020. Ils avaient levé 11 millions. Là, ils viennent de lever 165 millions de dollars, ce qui valorise l'entreprise à elle seule à 1,6 milliard de dollars. Donc, un investissement avec A7Z qu'on revoit beaucoup, paradigme. Donc, l'entreprise, malgré le bear, continue de se valoriser. En même temps, c'est normal. C'est l'AMM qui fait le plus de volume aujourd'hui, l'Automated Market Maker, qui est sur Ethereum, qui va arriver sur de nombreux layer 2, dont Starknet. Les VC se préparent. En parlant d'avancer dans l'écosystème crypto, on a Jack Dorsey qui vient d'annoncer officiellement que la version bêta du réseau social Blue Sky devrait prochainement arriver. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je vous rappelle que Jack Dorsey est le cofondateur de Twitter et en 2021, il avait quitté la direction du réseau social pour se concentrer sur Block, anciennement Square, sa société de paiement électronique qu'il compte bien mettre à profit pour participer au développement de l'écosystème de Bitcoin. Et aujourd'hui, Jack Dorsey franchit une nouvelle étape avec la première application de son protocole de transfert authentifié qui a pour but de proposer une gestion des données privées d'un nouveau genre avec la possibilité de donner aux utilisateurs une portabilité de leur compte entre différents réseaux, ainsi que le choix des algorithmes qu'ils souhaitent utiliser. Donc, grâce à ce nouveau protocole développé par Jack Dorsey et ses équipes, le réseau social Blue Sky devrait redonner la propriété de leurs données personnelles aux utilisateurs, qui pourront ainsi décider de déplacer leur compte d'un fournisseur à un autre sans perdre aucune des données grâce à une interopérabilité entre ces fournisseurs. À savoir que pour le moment, nous n'avons pas beaucoup plus de détails sur ce nouveau réseau social qui devrait être prochainement lancé, mais pour les plus curieux d'entre vous, je vous mets en description un lien vers la liste d'attente pour accéder à la version bêta quand elle sera disponible. Donc au final, alors qu'il y a quelques temps on a eu des discussions qui avaient fuité où on apprenait que Jack Dorsey et Elon Musk étaient en discussion sur une potentielle transition de Twitter vers un modèle basé sur le Web3, on a aujourd'hui Jack Dorsey qui a définitivement tourné la page de Twitter et pourrait même concurrencer son ancienne société si Blue Sky venait à être un succès. Alors, je vais essayer de vous présenter le concept en une seule phrase et on rentrera en détail après dessus. Alors, en une seule phrase, Retrib veut instaurer un nouveau système de paiement
éthique, décentralisé et basé sur la blockchain pour tous vos paiements. C'est-à-dire que via des stablecoins, on pourra acheter ou vendre des produits ou services si vous êtes vendeur. En gros, ils veulent proposer une alternative à Visa, Mastercard, PayPal ou autres systèmes de paiement en apportant le côté décentralisé et blockchain, mais aussi le côté éthique. Et je vais vous expliquer ça tout de suite en détail. Par exemple, je mets 100 € sur mon wallet Retrieve, sur mon application pour aller acheter, pour faire mes courses à Carrefour. Par exemple, je mets 100 €, je prends 100 € de courses, et bien sur ces courses, quand on fait un achat via système comme ça, un système de paiement comme ça, généralement le vendeur paie des frais. C'est-à-dire que ici, Retrieve va facturer entre 0,9 et 1,5% de commission sur l'achat. C'est ce que fait actuellement Visa ou Mastercard pour se rémunérer. Premier avantage concurrentiel de Retrieve, c'est que ces frais-là seront en moyenne bien plus bas que la moyenne du marché. Donc ça, c'est déjà un gros avantage concurrentiel, c'est que ces frais seront plus bas. Et comme je le disais dans la description, c'est qu'ils veulent apporter un côté éthique à tout ça. Et donc sur cette commission, entre 0,9 et 1,5%, sur cette commission, un tiers de cette dernière va revenir à un projet éthique, social, environnemental que vous, en tant qu'acheteur, vous avez choisi sur le wallet et sur l'application. Voilà. Journal du Coin nous dit quoi? Les salariés du géant allemand, la SAP payée en Shiba Inu et Dogecoin, Bitcoin évidemment, etc., etc. C'est pas mal, une grosse société justement qui, c'est super ça. Hein. On va lire un petit peu ce qui nous ont marqué. Être payé en chien numérique. L'adoption des crypto-monnaies dans l'économie quotidienne continue son accélération, exactement. De plus en plus d'employés peuvent recevoir au moins en partie leur salaire en Bitcoin et autres crypto-monnaies. L'Amérique latine est d'ailleurs particulièrement fan de ces crypto-salaires, mais cette fois c'est le géant allemand des logiciels, le SAP, S-A-P, SE plus loin, qui se rapproche notamment de BitPay pour faciliter les paiements de salaires en crypto-actifs. Extraordinaire, hein. Allez lire cet article. Tout ça pour dire encore une fois que, vous voyez, ça avance, on avance, hein, malgré un bear market, malgré une tension qui est forte et tout contre nous, contre la crypto, eh bien ça avance. Alors attention, magie du direct, on a perdu la caméra de nos deux protagonistes, mais on a pris leur meilleur profil. Donc, mais comme c'est toi qui es perdu, ouais. Fais très attention, Djibril, hein. On a la chance d'avoir avec nous Marco Mouli qui va nous parler de son ami Doukwon, et Doukwon qui est en direct du commissariat de Juvisy. Doukwon qui présente ses excuses et qui va faire un remboursement général. Il va peut-être les rembourser en câlin ou en bisou, mais en attendant... T'emballes pas, quoi. Ouais, voilà. Donc câlin, bisou, là, c'est ça. Honorable. J'ai un peu pris le parti de Pete quant à la véracité des propos et sa légitimité à s'excuser à ce mec-là. Il explique pourquoi sur Twitter il a trollé. Il dit que c'est de la faute de Twitter parce que sur Twitter tout le monde troll. Mais c'est un pas en avant, David. Ouais, regarde un petit peu le courage qu'il a fallu à ce gars-là, imbu de lui-même, pour venir vers les gens et dire non, mais je me suis un peu laissé emballer. Tu sais, Twitter c'est un peu du franc-parler à la con. J'aurais peut-être pas dû. Quand même un vrai truc. Quand tu lui dis qu'il y a des mecs qui se sont suicidés à cause de Luna et ce qu'ils ont perdu, il te dit c'est vrai, ça me fait de la peine. Franchement, je suis désolé. J'ai pas voulu que ça se finisse comme ça. Moi, je voulais juste prendre mes millions et être peinard, mais je pensais pas que vous alliez gueuler à ce point-là. C'est pas moi, c'est Sean. Donc là, pour l'instant, c'est les excuses qu'il a fait. Et c'était sur quoi? C'est pendant une interview. Ça arrive quand même assez tard, j'ai envie de te dire, ces excuses. C'est pas comme si ça arrivait genre une semaine, 2 semaines après. Il a quand même mis 6 mois à le faire. Ouais, et puis c'est surtout qu'il le dit vraiment en toute fin de phrase, en mode oui, bon, bah, c'est vrai que s'il y a des gens qui ont perdu de l'argent à cause de ce projet, désolé. Bon, bah, désolé pour eux, quoi. Ouais, désolé, genre, ça l'a tué. En gros, il avait dit à demi-mot il y a quelques mois, les gars, si vous avez été trop cons pour pas sortir à temps, je peux rien pour vous. Ouais. Là, c'est du même ordre, en fait. Pour prendre les gens pour des cons, il est quand même le champion du monde, ce tank. Merci, Doukwon, pour ce mot de la fin également. Quand il y a un mec qui avait réussi à pointer la faille de sa plateforme, il lui a répondu « Moi, je discute pas avec les pauvres. » Non, mais moi aussi, je vais arriver au boulot, je vais insulter tout le monde et après, je dirais que c'est de la faute à Twitter. Ouais, tu vas arriver au boulot, tu vas demander comme les autres là, d'être payé en Shiba Inu et en Dogecoin, c'est ça? Une MNBC, c'est une monnaie numérique complètement liée à votre identité, complètement traçable, ce qui fait que le gouvernement pourra surveiller vos activités, et programmable, ce qui veut dire que ce même gouvernement pourra verrouiller certains types d'utilisation, ajouter une date d'expiration à votre argent, imposer des taux d'intérêt négatifs sur votre épargne, et pourquoi pas prélever directement le solde de votre compte si vous êtes un jour un mauvais citoyen. En gros, c'est un outil de contrôle total de votre argent.
Comme on l'a vu tout à l'heure, l'euro numérique est actuellement prévu pour 2026. Et personnellement, vu l'état du système monétaire actuel, je pense que les monnaies numériques vont être mises en place pendant une période de crise financière d'une ampleur sans précédent. Et à cause de ce contexte de crise financière, je pense qu'une fois que les monnaies numériques seront mises en place, il est fort possible que les gouvernements accéléreront la propagande dont on parlait juste avant, mais surtout qu'ils essaieront de mettre en place un verrouillage complet avec notamment l'interdiction d'utiliser les MNBC pour acheter les fameuses crypto-monnaies qui feront partie de cette catégorie non censurable. On sait très bien que dans l'histoire, lorsque la monnaie d'un pays s'effondre, le gouvernement tente désespérément de bloquer les portes de sortie. Et comme l'a récemment fait remarquer la présidente de la Banque Centrale Européenne, s'il y a une porte de sortie, alors cette porte de sortie sera utilisée. Avec une MNBC et la disparition du cash, les consommateurs seraient totalement privés d'un moyen de transacter de façon confidentielle. Et donc en fait, le vrai verrouillage crypto risque de se produire précisément au moment où le monde aura le plus besoin d'une bonne crypto-monnaie pour se protéger. Sauf qu'à ce moment-là, ce que ça voudrait dire, c'est que ceux qui n'auront pas pris la peine de protéger leur épargne avant l'arrivée des MNBC risquent d'avoir de grandes difficultés à le faire par la suite. Et en plus de ça, en cas de crise financière majeure ou même d'hyperinflation, je pense qu'il est même possible qu'on voit des confiscations ou des réquisitions des cryptos qui se trouvent sur les exchanges, voire des tentatives d'interdiction totale des transactions crypto non identifiées. Nous sommes loin d'en avoir fini avec ce problème d'inflation. Nous allons devoir vivre avec pendant des années, probablement jusqu'à la fin de cette décennie et peut-être même au-delà. Le simple fait de trouver un mois où nous n'avons pas eu d'augmentation significative et de crier victoire, à mon avis, ça revient tout bonnement à prendre les Américains pour des idiots. Cette récession est unique en son genre, comme ils ne cessent de le répéter. Tellement unique d'ailleurs que beaucoup ne veulent même pas admettre que c'en est une de récession. Si on regarde les récessions des années 70, on constate qu'il y a eu une hausse des prix pendant la stagflation. Et c'est ce qui va se produire ici aussi, à mon avis. L'année dernière, j'ai prédit que l'économie américaine serait en recul pendant les 2 premiers trimestres de 2022, ce que peu de gens ont anticipé. J'ai aussi dit que l'inflation ne serait pas transitoire, qu'elle se renforcerait à mesure que l'économie s'affaiblirait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La raison pour laquelle je crois maintenant que l'inflation va passer à la vitesse supérieure, à mesure que la récession dans laquelle nous nous trouvons s'aggrave, c'est parce que je crois que Powell va finir par faire pivoter la politique de la Fed. Il va abandonner sa lutte contre l'inflation pour combattre d'autres problèmes. La croissance négative, la hausse du chômage et une potentielle crise financière imminente ou déjà en cours. Je pense que Powell va choisir ce qu'il croit être le moindre mal. Il va faire le choix de combattre la récession, de soutenir les marchés financiers et de monétiser la dette publique afin que le Trésor n'ait pas à faire défaut. Je pense que la Fed va privilégier ses combats au détriment de celui contre l'augmentation des prix. Mais, contrairement au pivot de 1982 avec Volcker suite à une victoire contre l'inflation, je pense que Powell va pivoter cette fois malgré une défaite contre l'inflation. Cette fois, l'inflation va gagner. Lorsque nous reviendrons à des taux d'intérêt autour de 0% et que la politique d'assouplissement quantitatif recommencera, je ne pense pas que la Fed réduise de beaucoup son bilan. En tout cas, elle le réduira moins que la dernière fois, puisque la bulle financière actuelle rend cette démarche impossible. Et lorsque que la Fed reviendra à une politique de relance économique, alors que le taux d'inflation sera au double, au triple, voire au quadruple de l'objectif à 2%, je m'attends à ce que les marchés réagissent de manière très différente à la façon dont ils l'ont fait par le passé. Dans les news, je vous ai parlé de récession et vous le voyez ici, le PDG de Goldman Sachs qui dit que il y a des très bonnes chances qu'une récession soit devant nous et qu'il est temps d'être prudent. Alors ça, c'est des choses qu'on entend assez souvent dans ces moments-là où les mecs sont en train de recharger sous le manteau et qu'en fait, derrière, ils disent « Ah, attention, là, ça sent la récession, etc. » Il est clair que on va potentiellement ici aller dans une récession plus importante. C'est plus ou moins ce que cherche la Fed. Donc ces gens-là n'ont pas inventé l'eau chaude, mais on aura ici une estimation jeudi 27, donc dans 8 jours, du 3e trimestre du PIB.
des États-Unis du 3e trimestre. Donc bien évidemment ici vous avez des oracles qui viennent et qui disent regardez, ça va être une récession, ça va être un carnage, faites tous très attention, mais en même temps derrière on les voit acheter pas mal d'assets. Donc voilà, attention à ça. On a aussi Bezos qui lui répond et qui lui dit oui effectivement, puisque il est parti d'un tweet, il est parti d'une vidéo de David Salomon pour faire la probabilité d'une économie qui va dans le mur est tout à fait dans les tuyaux. Et Bezos qui nous dit à peu près la même chose. Donc quand les grosses mains comme ça vous disent attention, n'achetez pas des stocks, ça peut être un moment de commencer à envisager le marché. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il faut bien le comprendre. J'aimerais vous parler de pourquoi on est en train encore une fois de vous mettre de la poudre aux yeux au niveau des médias. Parce que là, je vous parlais d'inflation l'année passée, même il y a 2 ans, tout le monde s'en foutait. Là, maintenant, je vous parle d'inflation, tout le monde est au courant. Ben ça, c'est vrai, c'est parce que ça coûte plus cher à mettre du gaz dans l'auto, ça coûte plus cher à l'épicerie. Donc là, les gens se réveillent, ça commence à faire mal. Et là, dans les médias de masse, on est en train de vous pousser l'idée que d'augmenter les taux d'intérêt, ça va vraiment changer quelque chose pour l'inflation et ça va l'aider à diminuer. Ben moi, je vous dis une opinion qui est complètement contraire aux médias de masse. Et on se rappelle qu'à chaque fois que les médias de masse vous disent quelque chose, vous disent de regarder un endroit, généralement, il faut regarder de l'autre côté. Moi, je pense que d'augmenter les taux d'intérêt en ce moment dans une économie faible, c'est une façon pour faire imploser les bulles qui ont été créées à partir d'argent facile qui a été emprunté à partir de rien, avec des taux d'intérêt pratiquement à zéro. Et d'augmenter les taux d'intérêt en ce moment comme fait la Fed et les banques centrales, ça va juste créer encore plus de crises qui va leur donner encore plus de raisons d'imprimer encore plus d'argent et ça va créer encore plus d'inflation. Donc selon moi, on s'en va vers une période qui va être très difficile d'hyperinflation pour les prochaines années. Et en plus de ça, d'avoir cette inflation-là, ben ça rend les banques centrales de plus en plus fortes parce que c'est quoi leur seul produit? C'est d'imprimer de l'argent à partir du vide. Et comme on a vu ici, vous vous souvenez de la théorie des systèmes de Immanuel Emerson, lorsqu'on prête de l'argent à un pays ou à une institution qui est en faillite, ben on contrôle, on le tient par les couilles. Et là, Crédit Suisse qui est en faillite, je vous l'avais dit que c'était une banque qui était too big to fail, alors que dans les médias, on vous poussait le narratif dans la gorge que Crédit Suisse allait faire faillite. Ben on a vu la Fed qui leur prête 9 milliards de dollars pour sauver la banque Crédit Suisse de façon temporaire, bien sûr. Donc, plus on permet aux banques centrales de créer de l'argent à partir du vide et que nous, on doit le rembourser avec intérêt, plus on rend les banques centrales de plus en plus fortes. Et ça, j'espère que vous allez comprendre ce message-là. En daily sur le BTC. Pour rappel, on évolue à l'intérieur de ça depuis le mois de juin et donc c'est très très long, on n'arrive pas à en sortir, on n'arrive pas à prendre de direction. Du coup, l'analyse elle est très rapide parce que pour l'instant, on ne fait pas de nouveau plus haut par rapport à celui-ci. On reste donc en tendance baissière tant qu'on ne casse pas le nuage, pour rappel, aux alentours des 22 400 $. Si on parvient à recasser ça, on servira du nuage ensuite en support pour aller chercher le haut du range aux alentours des 24 000 $. Mais tant qu'on n'a pas fait ça, moi je privilégie les setups baissiers tant qu'on ne casse pas cette trendline et le nuage parce que ce sont des résistances qui devront donc entraîner le prix vers des nouveaux plus bas. Pour l'instant, moi ce que je vois, c'est qu'on a recassé la jaune à la baisse. On est dans une zone plutôt neutre parce qu'on a la Tenkan également en support. Donc à voir si on parvient à recasser la jaune, mais pour moi c'est plutôt baissier, étant donné qu'encore une fois on a cassé un bear flag ainsi qu'un biseau ascendant. En théorie, du coup, les targets sont déclenchés à 16 200 $ et puis à 14 400 $. Ici, vous avez en réalité une latéralisation. Ici, c'était l'effet de Russes. Apparemment, c'était des portefeuilles russes qui avaient été un petit peu mouvementés. Bon, derrière, ça revient, entre guillemets, sur des prix bas, mais il n'y a pas de sell-off au niveau des 1000 bitcoins ou des adresses on-chain 1000 bitcoins. On se retrouve à 20 000 $ alors qu'on était à 40 000 $, on revient sur des mêmes niveaux. En fait, les gros vendent plus. Et côté 10 000 bitcoins ou plus, ça achète. Ça achète ni plus ni moins. On est en train d'accumuler. Donc je pense qu'ils se sont fait un petit peu prendre à leur propre jeu parce qu'ils pensaient que c'était le bear market ici, nos amis, donc derrière ils ont racheté, et on est revenu entre guillemets à break-even ici, et puis maintenant qu'on a fait notre capitulation, ils rachètent, et c'est eux en fait qui maintiennent le prix. On a vu d'ailleurs on-chain des 144 bitcoins par 144 bitcoins par 144 bitcoins, je sais pas si vous l'avez vu passer ça. Il y a quelqu'un, ou un groupe de personnes, ou un exchange, ou je sais pas trop qui c'est, qui achète 144 bitcoins ou 142 bitcoins par 142 bitcoins de façon très régulière. C'est exactement ce qui s'était passé sur une ancienne latéralisation précédemment en 2018. Voilà, donc est-ce que quelqu'un sait quelque chose que nous ne savons pas ? Je trouvais ça intéressant. Deuxième news maintenant, c'est tout simplement l'intégration
de la NBA chez Sorare. Donc Sorare, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de Fantasy League dans lequel vous allez pouvoir acheter des cartes de footballeurs. Et avec ces cartes, vous allez devoir constituer des équipes qui vont plus ou moins performer en fonction des performances des joueurs dans la vraie vie. Donc c'est un peu un FIFA Ultimate Team, mais dans la vraie vie en fait, qui se calque sur les performances des vrais joueurs. Et en fonction des performances des joueurs que vous avez dans votre équipe, vous allez gagner plus ou moins de points. Et mieux vous serez classé, plus vous gagnerez des récompenses. Donc on pouvait déjà le faire avec des joueurs de foot, avec des joueurs de baseball, puisqu'ils avaient intégré la MLB. Et là, désormais, ils intègrent les joueurs de la NBA en bêta. Donc, il précise que les 30 équipes de la compétition sont bel et bien présentes sous licence. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, si jamais vous êtes fan de basket, ça va être vraiment une aubaine pour vous, parce que Sorare, c'est un projet que je trouve très très cool. Dommage pour moi que je ne m'intéresse pas au football, c'est quand même un sacré frein pour se lancer dans le projet. Mais pour tous les amateurs de basket, c'est une très bonne nouvelle, j'imagine. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les cartes sont d'ores et déjà disponibles. Il y en a certaines qui sont parties pour un sacré paquet d'éther, un sacré paquet de pognon. Au niveau de la distribution, du coup, les cartes, il y en aura 5000 limited, 1000 rares, 100 super rares et une unique. Pour te donner une petite comparaison par rapport au foot, c'est 1110 et une. Donc on est quand même sur du quasiment, j'allais dire sur du 5 fois plus, ça va rien dire, parce que ça dépend de la rareté, mais c'est pas déconnant déjà parce que la NBA joue tout le temps, mais vraiment tout le temps, tous les 2-3 jours les mecs ils sont sur le parquet, et parce que surtout dans le foot en fait c'est une ligue, c'est pas une ligue ouverte, mais tu peux jouer en Asie, en États-Unis, en Amérique ou en Europe, alors que là, tu n'as que la NBA, donc ça représente énormément moins de joueurs, donc c'est normal que la supply soit plus importante. Ce qui est intéressant aussi au niveau de la supply, c'est que du coup, 40% des rewards, 40% de la supply sera destiné aux rewards. Et sinon, au niveau du marché, là c'est traditionnel, on va dire, par rapport à ce qui existe sur le foot. Il y aura le marché primaire, le marché des actions et le marché secondaire, le marché tout simplement entre managers. Au niveau du design des cartes, je te laisse regarder un petit peu, faire pause si tu veux. Parlons ensuite de la malheureuse aventure d'un possesseur de bordette mutant, un ancien possesseur, puisque en effet, ce gars-là avait mis son bordette mutant en gage pour pouvoir du coup emprunter de l'argent et acheter d'autres NFT. C'est quelque chose qui se fait très souvent via différents protocoles, il n'y a aucun souci là-dessus, sauf que au bout d'un moment, il faut rembourser son prêt, sinon, le protocole garde votre NFT. Là, en l'occurrence, le gars n'a pas été en mesure de rembourser son prêt de 11,5 ETH. Du coup, le protocole a récupéré son bordette mutant et l'a vendu directement pour 22 ETH. Du coup, le mec a perdu 10 ETH comme ça sans pouvoir rien faire parce qu'il n'était pas en mesure de rembourser son prêt. Alors l'histoire est un peu plus compliquée que ça. Finalement, lui après il a pris contact avec la plateforme. Il s'avère qu'il se serait fait hacker et que du coup il pouvait pas rembourser. C'était impossible de rembourser ce prêt. Et du coup apparemment la plateforme a dit ok et tout, on comprend, on va trouver une compensation. Donc voilà. Donc en tout cas le mec n'a pas forcément perdu 10 ETH en entier. Je pense pas qu'il récupère non plus tout parce que sinon si la plateforme s'amuse à faire ça pour tout le monde ça marche pas. Mais voilà, faites très attention les amis quand vous empruntez des choses. Je voulais vous montrer ça. Alors, c'est pas vraiment de crypto, mais on vous parle souvent de métaverse. Vous savez, depuis peu, c'est une dinguerie. Meta a annoncé un nouveau casque de réalité virtuelle. Regardez. Hop là. Tu pourras avoir un triple screen, peu importe où t'es en fait. Juste tu prends un casque et tu pourrais bosser à l'aéroport avec 3 écrans et c'est un truc qu'on peut déjà c'est tester. La réalité augmentée, tout à fait, ouais. Je sais comment ils ont, sur quoi ça se base, genre le casque c'est quoi exactement? C'est le nouveau casque Meta, mais déjà l'Oculus Quest qui est pas trop cher était pas mal. C'est juste que là, il est plus de contraste, plus lumineux. C'est la même résolution d'écran, du hardware qui est meilleur, qui est plus précis au niveau de la détection de mouvement, etc. On le sait. Meta, l'entreprise de Mark Zuckerberg, anciennement Facebook, 1800 € le casque apparemment. Ouais, peut-être un peu moins. Je dirais plus 1500, mais peu importe. Ça reste très très cher par rapport au Quest. Ils misent tout sur l'AVR et la réalité augmentée. C'est Road to Zero ou On Make It. Ils sont très early, donc ils prennent beaucoup de critiques par rapport à ça, parce que beaucoup de gens pensent que c'est ridicule, mais en fait, moi, je pense qu'ils font le bon move, mais que c'est comme quand tu commences. Toi, c'est comme parler des cryptos en 2014. Genre, t'as pas eu 2017, 2008, 2020. Je sais pas, l'adoption qui explose, qui fait que c'est facile d'en parler et que les gens sont un peu moins sceptiques. Très peu de gens encore ont des casques et c'est un move très tendax. Et si tu regardes, en vrai,
il n'y a pas d'autres grosses boîtes qui font ce virage aussi fort qu'eux. Enfin, en tout cas, s'ils non, disent vraiment eux. le move, non? Ils ont racheté Oculus. C'est eux le métaverse en fait. Si vraiment le fait de porter le casque c'est une masterclass, que la res est bonne et que tu peux regarder ça pendant des heures sans que ça te nique le crâne, bah pourquoi pas acheter un casque à $400 ou à $1000 et ne pas t'acheter 3 écrans. On va se lancer dans la bataille et c'est là que franchement, j'étais contente puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis ouvert un petit booster spécialement pour aller tester le jeu. Et la grosse surprise, parce que donc là, vous voyez, il y a 2 cases puisque ça va permettre de sélectionner ces polymons pour aller combattre. Alors, je sais pas du tout comment ça marche puisque là, je le fais en live, vraiment en direct avec vous. Et là, je vais ouvrir, vous allez voir directement ce que j'ai reçu. Et grosse surprise, franchement, le reveal, j'ai adoré. Ils l'ont légèrement modifié. Je l'ai enregistré, je le mettrai peut-être en short sur YouTube tout à l'heure ou plus tard ou demain. Comme ça, vous verrez la petite surprise pour ceux qui n'auront pas suivi ce live. Et donc là, tac, regardez ça. Voilà, ça va rechercher mes 3 polymons. Regardez ce que j'ai reçu si c'est pas beau. Bon, alors au milieu, le Unidonkai bleu. C'est pas comme si on l'avait pas déjà vu, mais alors franchement, bon, Uniturtle, j'ai commencé par ouvrir celui-ci. Magnifique, Uniturtle violet, avec la Dragon Claw, donc la petite corne aussi qui a, je crois, 6% de rareté. Donc on est plutôt pas mal. Et puis j'ai eu un Unishiba violet avec la Dragon Claw aussi. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.